sur Ecofin Télévision, bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'économie, l'émission qui revient, qui passe en revue sur l'actualité économique en République démocratique du Congo. Et nous allons aborder aujourd'hui trois sujets principaux. Tout d'abord, l'Assemblée nationale qui décide d'émettre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, à la disposition de la justice pour l'instruction dans le dossier de présumé détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de Kisangani pour la construction de la prison de Kisangani. Nous y reviendrons en long et en large. Sommes-nous en train d'assister à une chasse à l'homme, tout simplement? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et puis, la République démocratique du Congo a lancé son nouveau passeport biométrique. Sommes-nous là en train d'assister à la fin de toutes les tracasseries connues tous ces temps dans la délivrance, l'obtention justement de passeports avec tous ces différents frais exigés aux Congolais lors de son obtention? Nous allons y revenir en long et en large. Et puis, nous parlerons également de l'Afrique. L'Afrique, justement, pour évoquer la Banque africaine de développement qui a désormais un nouveau président à sa tête. Il s'agit du Mauritanien Sidi Ould Tah qui remplace le Togolais Akimouni Adesina. Nous allons y revenir en long et en large et à savoir justement à quoi la République démocratique du Congo doit s'attendre, mais aussi quels sont les projets financés en RDC par la Banque africaine de développement qui est, jusqu'à preuve du contraire, un partenaire financier très important pour la République démocratique du Congo. Voilà donc pour l'ossature de votre émission d'aujourd'hui. Nous commençons tout de suite par le dossier Constant Moutamba. Sans transition, justement, le ministre d'État en charge de la justice a été mis justement à la disposition de la justice par l'Assemblée nationale pour l'instruction. Mais de quoi s'agit-il exactement dans ce dossier? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. La scène politique congolaise a été marquée cette semaine par une décision significative de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, a été mis à la disposition de la justice, ouvrant la voie à une possible instruction judiciaire pour des faits présumés de corruption. Cette décision fait suite à une demande du procureur général près la Cour de cassation qui a accusé le ministre de détournement de fonds publics. L'affaire qui a rapidement pris de l'ampleur concerne l'utilisation d'un budget de 39 millions de dollars alloué à la construction d'une prison à Kisangani. Le procureur général nous soupçonne un détournement d'environ 19 millions de dollars dans ces projets. C'est dans ces contextes que la plus haute chambre du Parlement a été saisie pour autoriser l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du membre du gouvernement. Après 2 débats animés au sein de l'Assemblée nationale, les députés ont finalement voté en faveur de la levée des obstacles à une éventuelle audition de Constant Moutamba par la justice. Cette décision, bien que ne signifiant pas une condamnation, constitue une étape importante et témoigne de la volonté de l'Assemblée de ne pas entraver l'action de la justice, même lorsqu'elle vise des hauts responsables de l'État. La décision de l'Assemblée nationale ouvre désormais une nouvelle phase où la justice congolaise pourra, si elle le souhaite, procéder à l'audition de Constant Moutamba afin de faire la lumière sur les allégations de détournement de fonds. L'opinion publique congolaise suit de près cette affaire qui pourrait avoir des implications significatives sur la crédibilité des institutions et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. L'évolution de ces dossiers est attendue avec intérêt dans le prochain jour et les prochaines semaines.
Et voilà donc pour ce dossier Constant Mutamba et nous le décryptons tout de suite. Bonjour Tony Dibendila. Bonjour Patrick Lumbala. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à vous également Igor Biwaka d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être là. Tony Antoine Dibendila, on commence avec vous. Je le disais donc, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, est désormais mis à la disposition de la justice. La toute première question que j'ai envie de vous poser, sommes-nous là en train d'assister en quelque sorte à une chasse à l'homme? Non, moi je crois que c'est une suite logique. Moi, personnellement, ce que je craignais, c'était un départ précipité du ministre. Parce que vous savez, dès l'annonce de cette question, c'est-à-dire la saisine du parquet général près la Cour de cassation, c'est-à-dire que l'annonce à l'Assemblée nationale, il y a eu des racontars, il y a eu même des lapsus, comme je l'ai dit tantôt, du président de l'Assemblée nationale qui insinuait la démission du ministre de la Justice. C'est-à-dire on sentait vraiment qu'il y avait une sorte de précipitation dans ces dossiers. Bon, aujourd'hui, il y a une instruction ouverte, des instructions judiciaires. La justice voudrait savoir en profondeur ce qui s'est passé en réalité dans cette affaire des passations de marché. Mais si nous creusons réellement, on va se rendre compte qu'il y a eu des irrégularités. Des irrégularités parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait une décision, c'est-à-dire qu'il y ait marché public sans l'avis des non-objections de l'autorité de régulation de marché public ARMP. Et donc, c'est compliqué. Et au-delà de ça, nous nous sommes rendus compte que la primature n'avait pas donné explicitement aval, que le ministre de la Justice avait jugé bon d'agir parce que les délais de la réponse de la primature a été largement dépassé. Ce qu'il a considéré comme une autorisation tacite. Oui, comme une autorisation tacite. Et donc, cet ensemble de choses, c'est-à-dire cet ensemble de choses fait en sorte que la justice puisse carrément s'intéresser. Mais il faudrait également souligner le fait que ceci arrive dans un contexte de conflit entre les procureurs généraux près la Cour de cassation, il faut les dire comme tel, Firmin Vondé et les ministres de la Justice. Parce que depuis l'arrivée de Constant Mutamba au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, la ville était toujours à couteau tiré avec les juges qu'ils considèrent, c'est-à-dire pour les ministres, certains juges alimentent la mafia judiciaire qui est largement préjudiciable au fonctionnement normal de l'État congolais. Et les juges ont considéré qu'ils étaient maltraités en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient exposés à une sorte de vindicte populaire et cela a créé, nous connaissons ces climats malsains entre le ministère et les juges. Et donc, c'est dans ces contextes, tout à fait. C'est dans ces contextes que ces dossiers a surgi. Mais d'une part, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas un dollar qui a été détourné, c'est ça justement, et plusieurs députés l'ont même dit. Voilà. L'argent n'a pas été détourné. L'argent est bel et bien là. L'argent n'a pas été détourné, même pas un seul dollar n'a été utilisé. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, si la procédure de passation du marché est jugée irrégulière, on peut soit revoir ces processus ou carrément annuler ces processus, mais je ne vois pas pourquoi on pourra aller, comme le souhaitait Firmin Vondé, jusqu'au pénal, envisager les arrestations contre les ministres, comme s'il avait réellement détourné les fonds. Mais si vous regardez dans la note explicative, du réquisitoire du ministre, du procureur général près la Cour de cassation, parce qu'il a été entendu par la commission spéciale et temporaire mise en place à l'Assemblée nationale, on se rend compte vraiment qu'il y avait, c'est-à-dire, il dit explicitement qu'il y a détournement parce qu'il y a fonds Frivao, les fonds Frivao qui sont utilisés, et d'autre part, les ministres disent que ce ne sont pas des fonds Frivao, et donc, bref, il fallait... On dit que
dans ces fonds des Frivao, selon les motivations du ministre de la Justice, il y aurait une partie qui est destinée et mise à la disposition du ministère de la Justice pour certains autres projets. Mais tout à fait, c'est tout à fait normal. Je donne par exemple, quelques faits concrets. On sait tous que la SNEL avait bénéficié de ces fonds dits Frivao. C'est-à-dire qu'il fallait indemniser les victimes. Mais est-ce que l'indemnisation des victimes ne se limite qu'à indemniser les individus ou encore les personnes morales qui étaient également victimes de la situation? On sait que d'abord la ville de Kisangani a été présentée comme une ville martyre de cette agression ougandaise. Exactement. C'est-à-dire que les bâtiments publics, les écoles, même les prisons, c'est-à-dire que cette guerre-là a même retardé le développement de la ville. Et si aujourd'hui on veut prendre ces fonds-là, Frivao, destinés à indemniser les victimes de la ville de Kisangani, et on estime que même la prison, parce qu'aujourd'hui la prison est surpeuplée, la prison est également victime de ce qui s'est passé. Si on pouvait construire une autre prison encore beaucoup plus moderne en faveur de la ville de Kisangani, je ne trouve pas... c'est un projet louable, je ne trouve pas s'il y a à redire là-dessus. Mais sauf que la procédure devait être régulière. Mais si aujourd'hui la procédure ou les processus n'a pas respecté toutes les étapes, eh bien, on peut carrément l'annuler ou la revoir et puis voir si qu'est-ce qu'on peut proposer prochainement. Et donc, je crois qu'à ce stade, à ces niveaux, il y a des instructions qui sont ouvertes. On espère qu'il y aura plus d'éléments d'information, mais je crois qu'on pourra creuser et voir parce qu'on le sait, on sait que c'est aussi une affaire qui sent les pièges, qui sent l'hameçon. C'est-à-dire un piège tendu. Et Mutamba glisse dans ces pièges-là parce que quand on entend les discours de certains élus nationaux, des vétérans de la politique en RDC, comme Baudouin Mayumambeke par exemple, qui considère que Mutamba était un jeune pressé, on se rend compte qu'il y a quand même des velléités politiques ou une sorte de conjuration également politique derrière. C'est-à-dire ça, on a cette impression-là quand on entend des discours comme ça. Et lorsque un vétéran de la trempe de Mayumambeke insinue le fait que les ministres envisagent 2028. Et donc, voilà, c'est compliqué. Donc, je crois qu'au niveau administratif, il y a des instructions judiciaires et je crois que cela pourrait aboutir à peut-être à des réaménagements administratifs pour voir comment améliorer ces projets-là. Tout à fait. Pour voir comment améliorer ce projet, Igor Biwaka, l'Assemblée nationale a motivé justement cette décision de mettre Constant Mutamba, le ministre d'État de la Justice, à la disposition de la justice par le souci et le besoin de voir clair dans ce projet de la construction d'une prison à Kisangani. Alors, la question que je voudrais vous poser pour que nos téléspectateurs puissent avoir beaucoup de lumière, c'est quelle est la nature précise à ce jour des accusations portées contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour éclairer d'abord l'opinion. Merci beaucoup Patrick Lumbala. En fait, je dirais que c'est une préoccupation pertinente. Tout à fait. Puisque la levée des immunités du ministre Constant Mutamba, en tout cas par évidemment l'Assemblée nationale, beaucoup fait jaser. Voyez-vous, ça a beaucoup fait jaser. Moi, j'apprécie. Dire apprécier, ça peut paraître peut-être anodin si je ne m'explique pas. J'apprécie au fait la rapidité avec laquelle, n'est-ce pas, la Chambre du peuple s'est saisie pour pouvoir traiter de la question du ministre Constant Mutamba. Si en fait ils utilisent cette même célérité pour des projets encore beaucoup plus, je dirais, percutants que celui dont on accuse en fait l'actuel ministre de la Justice, ça serait beaucoup plus intéressant. Parce que moi je considère en tout cas qu'ils sont des faits mineurs. Mineurs. On a dit ici, ça relève au fait, c'est vrai, d'une fuite ou d'une faille
de procédure administrative et ça ne pouvait pas faire objet au fait d'élever des immunités. On devrait normalement, puisqu'il s'agissait au fait d'un contrat, d'une clause des marchés gagné de gré à gré, on devrait peut-être avoir beaucoup plus des lumières entassées ou carrément annuler justement ces marchés. Mais arriver jusqu'à cette finalité d'enlever au fait les immunités du ministre, je trouve qu'en tout cas, pour ma part, je trouve que c'était précipité et puis comme on l'a tantôt souligné ici, ça sent vraiment que ça saute aux yeux qu'il y a anguille sous roche. Voyez-vous, il y a anguille sous roche et je dirais, c'est peut-être déjà, cela a été déjà préalablement programmé pour pouvoir déranger, en fait. De vivre une sorte, Tony l'a dit, une sorte de conjuration contre. Évidemment, ça sent le complot, ça sent le complot bien établi. Pourquoi? Parce que vous vous en souviendrez que le ministre a fait beaucoup de sorties médiatiques, des sorties qui n'ont pas plu à d'aucuns, pour ne pas citer en tout cas les noms ici. Ça n'a pas plu du moment où il faisait de manière récurrente ces sorties médiatiques pour dire que voilà, il était vraiment à la sauvette pour traquer les délinquants financiers, pour faire ceci, pour faire cela. Vous savez, nous-mêmes ici en RDC, ce dont on reproche également à la classe politique congolaise, c'est le fait qu'il y a par moments, il y a un manque de bonne gouvernance et un manque de transparence. Lorsque vous vous présentez comme un chien de faïence pour pouvoir traquer justement ces personnes-là, allez-y comprendre ce que ça peut donner. Donc il faudrait avoir vraiment suffisamment de repères pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'on a profité justement d'une petite faille qui ne pouvait même pas faire office d'élever en tout cas des humilités pour pouvoir faire tomber le ministre Constant Mutamba. Si je parle de faire tomber, c'est parce que je le déplore. Je le déplore parce que ça pouvait se régler à l'amiable sans pour autant parvenir, arriver là où nous sommes. Ça veut dire que la procédure administrative n'était pas du tout épuisée? Non. Il fallait peut-être, à partir de la procédure administrative, on devrait corriger, mettre voilà. fin et corriger tout. On pouvait en tout cas, à mon entendement, corriger en tout cas tous ces quiproquos là, et puis trouver un compromis à l'amiable sans pour autant vraiment, je dirais, jeter l'opprobre à ces jeunes ministres des justices qui fait parler non seulement sur le plan national, mais également sur le plan régional, par sa rigueur, moi j'ai beaucoup apprécié en fait, déjà même si aujourd'hui vous partez devant le palais de la justice pour voir comment en tout cas ces chefs-d'œuvre et revêtu de sa plus belle robe, vous allez comprendre que voilà, il y avait quand même de l'espoir avec lui. Déjà, lever des humilités, ça implique quoi? Et donc, il sera entre les mains de la justice et par conséquent, il devra donc démissionner. Tout à fait. Voyez-vous, par ricochet. Mais on n'est pas encore à cette éventualité. Au moins, s'il est formellement, on passe formellement à la mise en accusation voilà. et tout ce qui s'ensuit là, il peut démissionner. Mais Tony Livendila, au vu de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lors de cette séance, notamment d'élever des immunités, on a l'impression de vivre à une certaine guerre intergénérationnelle. Bon, je l'ai évoqué ici tantôt. J'ai évoqué le Baudouin-Maillot. Mbeke. J'avais dans d'autres émissions également évoqué, même également ici, les lapsus du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On pointe la jeunesse, on évoque l'immaturité, on parle de précipitation, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce sont des clichés souvent accolés aux jeunes, mais nous avons vu Mutamba à lèvres. Il fallait attendre Constant Mutamba pour qu'il y ait un saut officiel de la République. Il fallait attendre Constant Mutamba. Je ne vais pas faire l'éloge du jeune homme qu'on traite de précis, ainsi de suite, mais je voudrais simplement rappeler à son arrivée ce qui s'est passé. Nous avons vu plusieurs réformes à la fois au ministère de la Justice. On avait l'impression que ce ministère-là n'existait pas. Il y a eu des gens avant lui. J'ai évoqué ici les sauts officiels. Nous avons vu aujourd'hui les départements chargés de gérer les biens retenus ou les fonds retenus par l'État a été redynamisé. On l'évoque aujourd'hui parce que là, on savait que quand il y a des biens retenus par la justice, on ne sait pas où passer tous ces biens-là. C'est-à-dire qu'on sent que l'homme a la volonté d'agir, l'homme a la volonté d'assainir. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus se réveiller un bon matin, boutiquer avec un juge et coller une dette imaginaire à une entreprise publique et puis espérer obtenir de l'argent parce qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en place pour encadrer cette histoire-là. Il fallait attendre Mutamba pour que cela arrive. Il fallait attendre Mutamba pour savoir que, pour désormais, que les frais, il fallait attendre Mutamba pour que les frais judiciaires soient désormais payés à la banque. Ce n'est plus le roi Maboko Bank. C'est-à-dire que nous savons que
plusieurs décisions prises par les jeunes hommes qualifiés de pressés par Mayuma Mbeki ont quand même fait bouger les lignes. Et ces réformes-là ont bousculé les intérêts des uns et des autres. Tout à fait. Les intérêts protégés par certains juges. Parce que moi, j'estime ici, par exemple, on voit la célérité avec laquelle les dossiers prison de Kisangani est traité. Mais on veut donner l'impression que Mutamba a détourné, on veut donner l'impression que le ministre de la Justice fait jouer, en fait, traiter cette affaire-là de manière opaque, alors que la primature savait que ces projets-là existaient. La primature était saisie et l'ARMP, l'autorité de régulation du marché public, également a été saisie. On voit les procureurs dire que voilà, il y a eu autorisation spéciale après parce que le ministre a fait pression. C'est-à-dire on fait donner l'impression qu'il était vraiment en train de manigancer quelque chose, ainsi de suite. On ne dit pas ici qu'il est clean, on ne dit pas qu'il est sain parce qu'il y a une instruction judiciaire. Mais on estime que oui, il pourrait y avoir au-delà du fait qu'il peut y avoir des combats politiques, mais c'est-à-dire ces regards-là des condescendances. On dit voilà, ces jeunes-là veulent bouger les lignes. On les colle même les faits de vouloir devenir président de la République. Est-ce que c'est interdit à un jeune homme de vouloir ou d'espérer devenir président, d'avoir des ambitions politiques? Vous voyez, c'est-à-dire c'est l'ensemble des choses. Alors que il y a des dossiers où je dirais carrément des dossiers qui ont, en fait, ceux qui sont flagrants, auxquels les procureurs pouvaient rapidement s'en saisir. Par exemple, nous avons tous suivi la question de la redevance GOPAS. C'est-à-dire que les DG de la RVA vous dit qu'ils ont mobilisé 360 millions de dollars. Ça fait des révélations terribles. Terribles. Mais avec une dette de 60 millions qu'on n'arrive pas à rembourser. On n'arrive pas à rembourser. C'est incompréhensible. C'est flagrant et ça devait faire... Au-delà de ça, il y a eu 60 millions de dollars décaissés pour la réhabilitation de 5 km de routes à l'intérieur, les pistes et tous 5 km à l'intérieur de l'aéroport. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de travaux. Vous imaginez? Mais là, il n'y a pas de célérité. Alors qu'on voit évidemment qu'il y a détournement, il y a flagrance. Comment est-ce qu'on peut mobiliser 360 millions de dollars et d'une part et d'autre part, on est incapable de payer 60 millions de dollars? C'est inimaginable. Mais ça, personne ne voudra en parler. Ils sont la bouche bée, même les poquiers. En tout cas, personne ne va s'en saisir. C'est-à-dire que c'est ça, en quelque sorte. On a l'impression que pour le cas Mutamba, la justice, elle est en quelque sorte expéditive, mais pour d'autres dossiers, voilà. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, en tout cas, j'encourage souvent et régulièrement les décisions de la justice parce qu'on ne peut pas espérer avoir un pays développé, un pays bien organisé si la justice ne joue pas véritablement son rôle. Moi, je crois que quand la justice veut poursuivre, il faut laisser les mains libres à la justice d'agir. Mais d'autre part, on ne peut pas avoir l'impression qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ici, voilà, il y a un groupe d'individus, des acteurs politiques qui poussent, parce qu'on veut la tête de tel individu. Et d'autre part, on regarde, on dit, ah non, lui, on ne sait pas, c'est-à-dire, non, on regarde et tout. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est justement ces problèmes. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, on va attendre en tout cas ces instructions judiciaires, mais je voudrais ce que ça va donner. Mais moi, vraiment, en tout cas, Mutamba est fautif. Parce que toutes les étapes n'ont pas été respectées. Mais je crois que nous devons saluer son courage. Le courage de se dresser contre la mafia judiciaire. C'est un véritable défi pour notre pays. Tout à fait. Cette mafia a posé beaucoup de problèmes au pays. S'il y a un jeune homme, un monsieur qui s'est levé pour dire stop, alors il faut l'encourager, il ne faut pas les remercier en monnaie des singes. Alors, Igor Bioraka, on a l'impression aujourd'hui que le Congo combat ceux qui luttent contre les antivaleurs, comme Constant Mutamba aujourd'hui, Jules Lingueté, auparavant on a fait les frais également. En tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout celui qui se lève en RDC pour lutter contre des antivaleurs comme la corruption, le détournement et consorts, est farouchement combattu. En tout cas, Patrick Lumbala, c'est l'impression que ça donne. Comme je l'avais tantôt souligné ici, ça sent le complot. Ça sent le complot. Et pourquoi? Parce que il y a tout un système qui s'est donc créé, un système qui est créé pour justement favoriser, pour justement
donner au fait du crédit à tout ce qui est anti-valeur et il n'est pas accepté au fait ce qu'on considère comme valeur. C'est vrai, on peut reprocher à Mutamba moult reproches, on peut formuler moult reproches à Constant Mutamba, mais ce qui est vrai, c'est quelqu'un en tout cas qui a, comme vous venez tantôt de le souligner ici, apporté des réformes à la tête, n'est-ce pas, de ces ministères, à la tête de ces ministères qui représentent en fait, je dirais, une bouffée ou encore quelque chose de beaucoup plus crucial pour le développement d'une nation. Tout à fait. Parce qu'aucune nation, qu'un État ne peut se développer dans le monde sans pour autant que sa justice ne soit efficace. Alors, lui venant à la justice, il avait constaté. C'est vrai que quelqu'un qui connaît bien le secteur, c'est un avocat de formation, il maîtrise en tout cas le rouage de tout ce qui se passe là-bas. Et déjà, en venant à la tête de ces ministères, il avait premièrement indexé le magistrat. Pour dire que voilà, pour ne pas dire qu'il y a tous les magistrats sont des corrompus, mais il avait indexé les magistrats qui favorisaient au fait donc cette mafia qui a élu domicile dans le schème manteau de l'homme congolais, dans le schème manteau, je dirais, du politique congolais. Et avec la corruption, rien ne peut se faire. Et déjà en indexant cela, je dirais que ça ne pouvait nullement plaire en tout cas aux d'aucuns. Ça ne pouvait surtout pas plaire à ceux qui se reconnaissent vraiment dans cette catégorie d'actes odieux qu'ils imposent à la nation congolaise. Donc c'est pour cette raison, vous sentez que vraiment, ça sent le complot. Ça sent pas bien, parce qu'on l'a dit ici, regardez seulement la célérité avec laquelle on s'est saisi pour traiter du dossier, mais si tous les dossiers liés, n'est-ce pas, au présumé détournement étaient traités de la même façon, Patrick Lumbala, en tout cas, je ne pense pas que le mandataire public, je ne pense pas que le politique congolais aurait au fait un œil ou une œillade dans la corruption, aura en fait sa main dans la corruption. Ça ne pourrait pas se faire. Mais seulement, malheureusement, on se rend compte que voilà, on est vraiment dans la politique du deux poids, deux mesures. Mutamba, j'étais en train ici d'encenser, c'est vrai que je fais non seulement, je n'encense pas en fait la personne Mutamba, mais j'encense aussi en fait les innovations qu'il a apportées. Avec lui, on a vu quand même, qu'on l'a rappelé ici, on a assisté à la bancarisation des frais judiciaires, avec des recettes énormes enregistrées, engrangées en moins de 2 ou 3 mois. Allez-y comprendre ce que ça donne. Alors, voyez-vous, avec ces pareilles initiatives, déjà en venant là, il s'est rendu compte également que la justice congolaise était malade, comme d'ailleurs le président de la République. Mais on peut avoir apporté beaucoup d'innovations, mais quand on est présumé détourneur, cela ne vous exonère pas de votre responsabilité. Loin de là, Patrick Lumbala. C'est vrai, le détournement, la corruption, ce sont des faits à bannir, à proscrire de toute évidence. Mais seulement, encore faut-il prouver ces faits de détournement. Parce que dans le fond, on l'a dit ici, Patrick, on l'a dit, ça ne sont pas les détournements, puisque les frais sont là. Qu'est-ce qui prouve que Mutamba détournait de l'argent? Rien ne le prouve pour le moment. Voyez-vous, rien ne le prouve et vous sentez que tout ce qui se passe là, c'est vraiment un complot qui a été bien organisé. Moi, je trouve, c'est vraiment un complot qui a été bien organisé pour faire tomber la tête de celui qui dérange. Mutamba, il est du profil de Gilles Alingueteke. Gilles Alingueteke, c'est quelqu'un qui a porté, au fait, tout le combat de la corruption. C'est quelqu'un qui a lutté efficacement contre la corruption. Et déjà, dans une nation, dans un pays où la corruption est liée de missile, comme je vais tantôt le dire, le détournement est quasiment favorisé à tous les niveaux, allez-y comprendre. Vous pensez que ces personnes pareilles seront aimées? Ce sont des personnes non grata. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas désirer au sein d'une nation. Ce sont des personnes qu'on doit mettre de côté pour que, n'est-ce pas, le système qui a été installé, le système de la mafia, le régime de la mafia puisse régner. C'est vrai que le président de la République est activement impliqué là-dessus lui-même aussi, puisque déjà quand il autorise au fait dans sa politique de gouvernance, il lance le combat contre la délinquance financière tout en réactivant l'inspection générale de finances. Nous espérons que, en tout cas, celui qui a, pour ouvrir une parenthèse, celui qui a succédé à Gilles Alingueteke, il va également porter, au fait, avec cette même hargne, le combat de son prédécesseur, en espérant, là je parle de M. Christophe Bitassimon, et on pense que cela va arriver. Mais je ferme directement la parenthèse. On voit là que la lutte contre la corruption, ça demeure dans le cheval de bataille du président Tshisekedi. Et si, dans le premier mandat du président Tshisekedi, il y avait 2 ou 3 choses pour lesquelles on devrait le féliciter, en tout cas, la lutte contre la corruption, la redynamisation de l'inspection générale des finances, figurait dans le top 3 de ces éléments-là. Donc, on peut dire que Mutamba peut
casser justement les tribus d'une mafia bien organisée au sein de notre pays. Et on doit mettre en tout cas un terme à ces problèmes qui rongent la société. Pourquoi? Parce qu'avec ça, le Congo n'aura pas d'avenir. Avec ça, le pays n'aura pas d'avenir et nous serons là à nous plaindre éternellement, sempiternellement sur le mot qui nous dérange. Effectivement, on sera là à se plaindre, on va chuter et clôturer complètement avec ce sujet. Avec vous, Tony Dibendila, on va se projeter un peu dans l'avenir pour voir quelle pourrait être l'issue de ces poursuites contre Constant Moutamba. En tout cas, l'issue finale, au vu notamment de tous les précédents que nous avons dans ce pays sur les cas de poursuites des membres du gouvernement. Qu'est-ce que ces précédents nous enseignent sur ce que pourrait être l'issue de ces poursuites contre Constant Moutamba? Bon, ce qui est vrai, s'il faut interroger les passés, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a un ministre d'économie qui a été déchu de ses fonctions parce que l'Assemblée nationale l'avait voulu il y a très peu, sous, je crois, le premier mandat du président Tshisekedi. Nous l'avons vu. Oui, un départ du gouvernement est possible. Un départ du gouvernement est possible si, en tout cas, après les instructions judiciaires de la Cour de cassation, il s'avère qu'il y a des éléments probants, vraiment qui accusent les ministres Moutamba. Je crois que les procureurs pourraient retourner à l'Assemblée pour exiger cette fois-là des poursuites judiciaires qui, en tout cas, sont assimilables à la démission du ministre de la Justice, parce qu'il sera obligé de démissionner pour répondre de ces fautes. Mais au regard des éléments sur la table, parce que si on pose la question, où se trouvent les fonds? Et effectivement, les fonds se trouvent dans un compte. Les fonds se trouvent dans un compte. Le ministre a dit que c'était un compte séquestre, mais le procureur dit que ce n'est pas un compte séquestre, mais il voudrait savoir davantage. Les fonds se trouvent dans un compte. Et si on pose la question, est-ce que la primature n'était pas informée? Si la primature était informée qu'il y avait un projet, si on pose la question, est-ce que le gouvernement n'avait pas trouvé qu'il y avait besoin des maisons d'arrêt ou des centres pénitentiaires nouveaux dans le pays? Oui, un conseil des ministres, c'est-à-dire le gouvernement à travers le conseil des ministres, a effectivement exprimé son intention de doter le pays des nouvelles maisons d'arrêt. C'est-à-dire que ce sont des questions cruciales à se poser. Les gouvernements ont besoin des maisons d'arrêt. Il y a un besoin qui s'est senti, qui est présenté. Il y a un fonds pour indemniser les victimes. Nous savons que Kisangani est une ville victime. Nous savons que toutes les questions, en fait, l'agression ougandaise dans cette ville a endommagé la ville, a endommagé Kisangani. Et même la prison centrale était une des victimes. Et donc, si il faut doter cette ville-là d'une nouvelle maison carcérale qui répond aux standards internationaux pour également donner des conditions de vie humaines pour justement éviter la catastrophe qu'il y a eu à Makala, par exemple. Ça dit, le soubassement est là. Mais après, on regarde les données. Au regard des données que nous avons aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on pourra aller jusqu'à condamner ou à faire chasser Moutamba du gouvernement comme un vulgaire vendeur des croupions de dinde, alors qu'il n'a même pas détourné les fonds publics. Donc voilà où se trouve la question. Et tout ça, c'est la justice qui va devoir éclairer la lanterne de l'ensemble de l'opinion congolaise, s'il y a eu effectivement malversation ou pas. Et dans ce même chapitre, Igor Biwaka, l'Assemblée nationale a également été saisi par le procureur général près la Cour des cassations pour la levée, cette fois, des immunités de Nicolas Kazadi. Une fois de plus, Nicolas Kazadi au cœur d'une situation judiciaire, mais cette fois pas pour détournement, mais pour divulgation des secrets d'État selon les motivations du procureur. Espérons qu'il ne sera pas encore disculpé si vraiment on parvenait également à la levée de ses humilités qu'on les mettait en accusation, lui également. Donc comme pour dire Patrick Lumbala, ça sent peut-être une série où on passe d'un épisode à un autre, mais dont la péroraison reste le même. Je ne suis pas sceptique, mais je vois en ça quelque chose qui peut-être n'aboutira pas. C'est vrai qu'on pourra peut-être
Encore faut-il que ces immunités soient levées. Peut-être qu'on ne va pas traiter avec la même hargne le dossier Moutamba, qu'on va traiter pour Nicolas Kazadi. Peut-être que, puisqu'on parle là des faux bruits et autres, et puis des faux bruits, concernant quoi? Concernant évidemment des détournements Des détournements, justement. au sein de l'appareil judiciaire congolais. On se partage l'argent et puis on réfléchit il après. fait une sortie médiatique pour lui-même révéler que c'était en fait un gouvernement de jouisseurs. Un gouvernement de jouisseurs où d'abord on sortait les frais, on décaissait les frais en procédure d'urgence et puis on s'est partagé d'abord ces frais-là et ça, ce n'est pas n'importe qui les dit. Il a le statut en fait de l'ancien argentier national de la République démocratique du Congo. C'est lui qui gère. Il sait très bien les arcanes. Il sait très bien le rouage. Et lorsqu'il est dit haut et à la place publique, c'est très fort, c'est très grave. Tout à fait. C'est très grave et ça prouve à suffisance que le fait contre lequel il était poursuivi antérieurement étaient des faits vrais. Et pourquoi cette poursuite-là n'a pas abouti? Tout à fait. Donc il a été à un certain niveau protégé. Tout à fait. Voyez-vous? Donc on est en train d'assister un tout petit peu à la théâtralisation des procès. On est un tout petit peu en train d'assister à la théâtralisation en fait des poursuites judiciaires en République démocratique du Congo. Donc lorsque on a une certaine protection, on ne sera pas suivi. Lorsqu'on bénéficie d'un certain privilège et qu'on est là, on s'appuie sur des échalas de tel ou tel autre classique politique, on ne sera pas poursuivi. Mais lorsqu'on est à nu et qu'on est, je dirais, dans un état fœtal et qu'on ne peut pas avoir, protection que le ventre dans lequel on se trouve, et là, on t'expose, on te rejette. Tout à fait. Voyez-vous? Et c'est très grave. Vous êtes à la vindicte. Vous êtes à la vindicte et l'opprobre s'ensuit. Tout à fait. Donc, comme pour dire qu'on ne veut pas de cela notre pays. Tout à fait. On veut d'une justice qui sera équitable, transparente. On veut vraiment d'une justice qui ne sera pas unique, dont les décisions seront uniques. Voyez-vous? Donc, comme pour dire qu'on attend voir et qu'on ne peut pas laisser passer outre ce qu'ils qualifient des propagations de faux bruits. Tout à fait. Ça concerne quoi? Ça concerne en fait les détournements. Surtout ça, c'est très important. Donc c'est très grave. C'est très grave et très important. On va finir ce sujet avec vous, Tony Dibendila, Nicolas Kazadi, également pour la levée des immunités. Mais on sent qu'il n'y a pas de célérité, il n'y a pas beaucoup de motivation comme dans les dossiers Moutamba à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est déjà un miracle que Nicolas Kazadi ne soit pas derrière les barreaux. C'est un miracle. Mais si on vous pose la question aujourd'hui où se trouvent les forages, qui peut me montrer où se trouvent les forages, où se trouvent les lampadaires, on vous dira que c'est bloqué au port de Matadi. Donc voilà, c'est un miracle aujourd'hui. Et quand on évoque la question des secrets d'État, la divulgation des secrets d'État et la propagation des faux bruits, je crois que c'était, d'ailleurs le rapporteur de l'Assemblée nationale l'a dit, c'était au cours d'une émission que ces éléments de flagrance ont été notés. Ce sont des éléments de flagrance. C'était une émission enregistrée où il disait des choses considérées comme la divulgation des secrets d'État. Si c'était une flagrance, on n'aurait même pas passé par la levée des immunités. Je crois qu'il y a eu des tractations politiques derrière pour voir si on pouvait les laisser partir ou pas. Mais aujourd'hui, quand on voit les procureurs généraux de la Cour de cassation revenir pour ces cas-là et souhaiter la levée de ces immunités pour des poursuites judiciaires, je crois que peut-être que après les pouvoirs politiques, je ne sais pas à quel niveau, mais je crois que le pouvoir politique a peut-être décidé après, bon, il a beaucoup abusé parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Moi, par exemple, c'est indécent. C'est indécent que quelqu'un qui a eu à gérer les fonds publics, les finances de l'État, vous dise que chez nous, ici au Congo, nous sommes des jouisseurs. Quand il y a de l'argent financé par l'État, on bouffe d'abord, on passe au projet après. C'est indécent. C'est vraiment indécent et c'est par là qu'on va clôturer complètement ce chapitre-là pour ouvrir un autre. La République démocratique du Congo qui a désormais un nouveau passeport et le ministère des Affaires étrangères a mis l'accent sur les caractéristiques antifraude de ce nouveau passeport. Concrètement, quelles sont les technologies clés justement intégrées pour rendre ce nouveau passeport antifraude tout simplement, et quels peuvent être également les impacts sur les plans socio-économiques? Mais bien avant de développer tout cela, regardez ce qu'il s'agit exactement
dans cet élément. La République démocratique du Congo franchit une étape importante de la modernisation de ses documents de voyage avec l'annonce du lancement imminent des nouveaux passeports biométriques. Prévu pour le 5 juin 2025, ces nouveaux passeports promettent une sécurité accrue et des fonctionnalités améliorées pour les citoyens congolais. L'annonce officielle a été faite cette semaine, suscitant déjà des vives réactions. Il offrira un plus grand nombre de pages, passant de 32 à 38 pages, ce qui répondra aux besoins des voyageurs fréquents. Sur le plan de la sécurité, le nouveau passeport intégrera une micropuce RFID sans contact, une technologie avancée visant à renforcer la protection contre la fraude et la contrefaçon. De plus, la page des données sera en polycarbonate, un matériau plus résistant à la falsification que celui utilisé précédemment. Selon les informations communiquées, les Congolais souhaitant acquérir ces nouveaux passeports devront s'acquitter d'un coût de 75 $ américains. Le paiement pourra s'effectuer en espèces auprès des agences de la banque Equity BCDC ou en ligne via les sites officiels des demandes de passeport, simplifiant ainsi la procédure d'obtention. Le gouvernement a également précisé que les personnes ayant déjà introduit une demande de passeport bénéficieront automatiquement du nouveau modèle. Une période de coexistence de deux types de passeports est prévue jusqu'en 2030. La production de ces nouveaux passeports sera désormais assurée par l'entreprise Dermalog en République démocratique du Congo suite à un contrat entrant en vigueur en 2024. Ces lancements marquent une avancée significative pour la République démocratique du Congo en matière de sécurisation de ses documents d'identité et de voyage, s'alignant sur les standards internationaux. Et voilà donc pour ce nouveau passeport biométrique et selon le ministère des Affaires étrangères, cela inclut un aspect sécurité un peu plus élevé comparativement au passeport dont nous disposons maintenant en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire, Igor Biwaka? Est-ce qu'on est là aussi en train d'assister à une sorte de fin de toutes ces tracasseries qu'on a connues dans l'obtention des passeports en RDC? C'est ce qu'on espère en tout cas, Patrick Lumbala. On l'espère, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qui a changé? On vient de suivre l'élément ici, on se rend compte que les éléments qui ont changé. Moi, j'ai retenu un élément d'abord. Premièrement, on passe de 32 pages à 38 pages. Voyez-vous, de 32 à 38 pages. Qu'est-ce qui a changé? Puisqu'on va parler chiffres ici, on a réduit un tout petit peu en fait, la tarification en fait, de ces passeports-là. Donc on a quitté le 3 chiffres, presque 3 chiffres, à 2 chiffres. Donc c'est-à-dire on a voisiné $100. On en est 99 $ américains. Mais ça c'était officiel, ça c'était vraiment officiel. Un passeport, 99 $ américains de manière officielle, mais de manière officieuse, on arrivait jusqu'à combien? Tout à fait. À 300 $ américains. Et même alors, c'était à 99 $ américains. Il faudrait donc ici noter que le passeport congolais est réputé parmi le passeport le plus cher en Afrique. Il y a le passeport congolais, donc le passeport de la République démocratique du Congo, avec d'autres pays, je crois, le Tchad également, dont le passeport également coûte beaucoup plus cher. On est à 75 $ américains. Qu'est-ce qui change? Est-ce que la procédure administrative pour l'obtention de ces passeports sera beaucoup plus facilitée? C'est vrai, on parle aujourd'hui de la mise en ligne d'un site où toute la procédure est désormais en ligne. Pour solliciter le passeport et puis l'obtenir aussi facilement. On a également décentralisé la capture de photos. Je dirais une procédure à l'époque qui était vraiment sinueuse, où on était tous obligés de nous rendre là-bas au ministère des Affaires étrangères pour faire la capture. Donc on s'est déjà, si on devrait entamer ce processus-là, pour nous, la journée était déjà morte. Tout à fait. Parce qu'on devrait se réveiller à 4 h du matin pour se rendre là-bas. Et tout annulé. Et tout annulé pendant la journée. Question seulement de se faire capturer. Imaginez en fait la lourdeur administrative sur lequel en fait était qualifié le mécanisme d'obtention, n'est-ce pas, de ces passeports. On espère, avec le nouveau mécanisme mis en place, avec les nouvelles perspectives mises en place, cela en tout cas va d'abord premièrement faciliter le processus d'obtention de ces passeports. C'est vrai, on a mis en fait, pour payer en fait, le passeport, voyez-vous, on a dit qu'il y a un compte bancaire, il y a
je dirais, une institution bancaire auprès de qui aller payer, c'est là. Mais n'oubliez pas, en fait, ici au Congo, en République démocratique du Congo, on sait comment nos banques fonctionnent. Tout à fait. Il y a toujours, vous verrez que pour payer telle chose, il y a toujours du monde autour de cela. Espérons qu'ils vont également avoir un regard sérieux là-dessus pour que cela n'arrive pas. C'est vrai qu'on a décentralisé les prises des fautes et autres. Espérons également que dans des centres là qu'ils vont, n'est-ce pas, qu'ils ont mis en place pour faciliter, pour rendre en tout cas beaucoup plus facile ces processus, il n'y aura pas en fait des pratiques... tout à fait. Des pratiques qu'on a décriées par le passé. Odieuses, etc., qu'on a décriées dans le passé. Voyez-vous? Donc pour moi, pour le moment, c'est vrai que c'est une initiative salutaire. 75 $ américains, encore faut-il que ces prix se rabaissent dans le futur. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours 75 000 $ américains. Ça reste quand même, c'est un document. Ça reste quand même cher. Pourquoi le vendre aussi cher? Pourquoi ne pas les mettre à 10 $? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse le mettre à 10 $? C'est parce que c'est un passeport biométrique? Pas nécessairement. Voyez-vous? Donc ce n'est pas impossible de le faire. Encore faut-il souligner le fait que peut-être qu'on espère qu'en mettant en place tous ces mécanismes-là, ils ont également pris des précautions pour la fabrication de ces passeports. Puisqu'on avait décrié dernièrement qu'il n'y avait qu'une seule machine qui était restée opérationnelle pour la délivrance de ces passeports. Imaginez, on est combien d'âmes? Une affaire de 100 millions d'âmes. Plus de 100 millions d'âmes. Avec une seule machine. Par moment, on frise les ridicules dans ce pays, Tony Dibendila. On espère qu'avec ce nouveau passeport, les tares décriées dans le passé vont prendre fin. Ça va s'aggraver d'ailleurs. Ça va s'aggraver, je vous explique pourquoi. Ça, c'est un scepticisme. Je vous explique pourquoi. Vous savez l'affaire de la réduction du coût des passeports. C'était un projet porté même par les chefs de l'État, porté par le président de la République parce qu'il estimait que nos passeports coûtaient cher, on payait près de 200 $, parfois 200 $ ou plus. Mais qui peut se présenter aujourd'hui et dire qu'il a obtenu son passeport à 90 $, 99 $? Moi-même, là, j'ai été victime. J'ai payé près de 200 $ et j'ai passé 2 mois à patienter. Moi, j'ai payé 250. Voilà. Très bien. Mais voilà, pour aller renouveler un passeport. C'est-à-dire que on peut bien beau. Bon, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui? Je lis le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'opportunité pour ce nouveau passeport, c'est... Ils ont dit qu'il fallait anticiper les normes de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale, cet organe des Nations Unies qui régule les histoires des transports aériens internationaux. Bon, c'est bien, anticiper les normes, mais on était obligé d'anticiper les normes. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est qu'il faudra, en fait, l'opportunité. Il y a un groupe d'individus là-bas au ministère, ils se disent on doit signer de nouveaux contrats pour bénéficier des rétrocommissions et ainsi de suite. Mais c'est là la réalité. On signe de nouveaux contrats, avoir de nouveaux partenaires, ceux qui vont commencer à produire nos passeports et se faire de l'argent. On parle de 75 $, on dit on va payer en ligne. D'accord, vous payez en ligne, allez prendre maintenant ce passeport-là. Vous aurez besoin d'un intermédiaire. Et puis ça, ce sera encore pire. Vous avez payé, vous apportez votre bordereau là. Il faut mettre des fois à l'intérieur. C'est lui qui va suivre le dossier pour qu'il ait le passeport. Il y a la demande du passeport est excessive. La demande au Congo, quand quelqu'un demande un passeport, c'est parce qu'il cherche à partir. Mais oui, il cherche à partir et tout. Et puis la demande est forte. Comme la demande est forte, mais les coûts là naturellement ne sont pas assez respectés. C'est ce qu'ils font les gens. Les gens ils partent, ils cherchent un fonctionnaire là au ministère des Affaires étrangères, ils lui donnent de l'argent, il est obligé de payer la corruption. Moi, je sais qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ont obtenu leur passeport jusqu'à 300 $. Vous voyez, c'est-à-dire que la vérité est qu'il faudra à l'interne, au niveau du ministère, frapper dur et sérieusement pour mettre un terme à ces pratiques-là. Tout à fait. Mettre en place c'est par là qu'il faut commencer d'ailleurs. Tout à fait, mettre en place. Ce n'est pas créer des mécanismes externes. Vous allez faire vos démarches en ligne ou aller payer à la banque et apporter le bordereau. D'accord, vous allez payer à la banque et apporter le bordereau, mais maintenant vous allez attendre, patienter et patienter. Qui va vous appeler pour vous dire que votre passeport est prêt? Par exemple, qui va vous appeler au ministère pour vous dire, messieurs, madame, votre passeport est prêt, venez reprendre. Et ça, je pense que c'est un service qui peut être mis en place. Voilà, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par voir comment améliorer les choses en interne. C'est-à-dire que s'assurer qu'il n'y ait pas des agents qui manigancent, qui jouent à la lenteur pour que les paisibles citoyens congolais avec leurs maigres moyens qui viennent chercher ces documents-là d'identité ne soient pas confrontés à des difficultés énormes. Voilà,
déjà à l'intérieur, mettre des mécanismes ou même les possibilités d'énoncer des agents qui font marcher les paisibles, les citoyens congolais qui veulent tout simplement obtenir leur passeport et qui plus est qu'ils viennent payer. Ils viennent payer. Vous payez $99. Mais comment est-ce que vous allez d'abord obtenir ces passeports? Vous allez faire comment? Vous payez où? Aujourd'hui, on vous demande d'aller payer à la banque. D'accord, très bien. Les gens iront payer à la banque. Maintenant, allez récupérer ces passeports. C'est ça, maintenant, le problème. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'il y a un vide. Vous vous adressez à qui? Et si vous remettez, même si vous payez, vous apportez votre passeport. Il faut qu'il y ait vraiment une sensibilisation autour de ça. Quand vous allez apporter votre bordereau, vous les remettez à qui? Après, qui fera le suivi? Qui fera le suivi? Et quand votre passeport sera prêt, qui va vous appeler? Effectivement. Pour vous dire que votre passeport est prêt, venez reprendre votre document. Venez prendre ou entrer en possession de votre document. Qui va vous appeler? Tant que ces préalables-là ne sont pas en tout cas, c'est-à-dire mis en place, c'est impossible que nous puissions sortir de ces cercles vicieux où il faut aller soudoyer les agents et accepte et préfère d'ailleurs que ces mécanismes-là perdurent. Et puis il y a une autre question, la centralisation. Est-ce qu'on doit centraliser? C'est-à-dire même quelqu'un qui est à l'étranger, même qui est en province, doit venir à Kinshasa et au ministère pour obtenir. Ça vient d'être décentralisé justement. Il y en a. C'est en cours. Non, ce n'est pas encore effectif. Il faut venir ici, même à l'étranger, même les Congolais qui sont à l'étranger, pour obtenir son passeport. Il faut espérer qu'ici, on puisse vous envoyer les documents de l'autre côté. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, je crois que ces préalables-là, la décentralisation de l'octroi de ces passeports, mais aussi les préalables, mettre des conditions. Quand quelqu'un arrive, il s'adresse à qui et qui fera le suivi. Et voilà. Mais tant que cela n'est pas organisé, et alors les gens viendront et puis il faut payer, vous payez là-bas $75, ici vous allez apporter 50 ou $100 encore pour que quelqu'un puisse faire des démarches. C'est-à-dire on sera dans les mêmes, dans la même fourchette. Tout à fait, on sera dans la même fourchette et cela ne va pas du tout aider au bon fonctionnement des choses. Et on rappelle que les passeports anciens dont la validité est encore en cours vont rester valides jusqu'à leur expiration en 2030, a donc précisé le ministère des Affaires étrangères. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce dossier du nouveau passeport en République démocratique du Congo. On va chuter par la Banque africaine de développement, je l'ai dit dans l'entame de cette émission. La BAD qui a désormais un nouveau président, le Mauritanien Sidi Ould Tah, qui remplace le Togolais Kimwini Adesina, Igor Biwaka. Avant de vous prendre, on va regarder d'abord le portrait du tout nouveau président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. Né en 1964 à Maderdra, en Mauritanie, Sidi Ould Tah est un économiste, homme d'affaires et entrepreneur mauritanien âgé de 60 ou 61 ans. Son parcours académique est solide puisqu'il est diplômé de l'université de Nice, Sophia Antipolis, de la London Business School et de l'université de Nouakchott avant son élection à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. C'est 29 mai 2025. Sidi Ould Tah a occupé des fonctions de premier plan tant dans son pays qu'au niveau continental. En 2006, il fait son retour en Mauritanie où il est nommé conseiller à la présidence, puis conseiller à la primature. Par la suite, il a servi en tant que ministre des Affaires économiques et de développement de la Mauritanie pendant une période significative de juillet 2008 à mai 2015.
Ses rôles ministériels lui a conféré une expertise pointue dans la planification économique, la gestion des finances publiques et la mise en œuvre de politiques de développement. En avril 2015, Sidi Ould Tah a été nommé directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Il a occupé ces postes pendant une décennie jusqu'en avril 2025. Son leadership à la tête de la BADEA témoigne de sa capacité à diriger une institution financière multilatérale et à promouvoir les développements économiques sur les continents africains. Durant son mandat à la BADEA, il a supervisé de nombreux projets et initiatives visant à soutenir la croissance et l'intégration économique de l'Afrique. Le 29 mai 2025, Sidi Ould Tah a été élu 9e président du groupe de la Banque africaine de développement avec un large soutien. Il a obtenu 76,18% de voix au 3e tour du scrutin, s'imposant face au Zambien Samuel Munzele Maimbo. Lors de la déclaration suite à l'élection, il a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée par l'Afrique et a souligné la responsabilité des devoirs qui accompagnent ses rôles. Dans une interview accordée récemment en avril 2025, alors qu'il était candidat à la présidence de la BAD, Sidi Ould Tah a exprimé sa conviction que l'Afrique a les moyens de devenir l'usine du monde. Cela suggère une vision axée sur l'industrialisation, la création de valeur ajoutée et la transformation économique du continent. En résumé, Sidi Ould Tah apporte à la présidence de la Banque africaine de développement une vaste expérience acquise à travers des rôles clés au sein du gouvernement mauritanien et à la direction de la BADEA. Son expertise en économie, en finance et en développement, combinée à sa vision pour l'avenir de l'Afrique, font de lui une figure importante pour les prochaines années de la banque et du continent. Et voilà donc pour le portrait du tout nouveau président de la Banque africaine de développement, Igor Biwaka, le tout nouveau président justement de la BAD qui est jusqu'à preuve du contraire, je l'ai dit, un partenaire financier important de la République démocratique du Congo. Avec son avènement à la tête de la BAD, quels sont les secteurs dans lesquels la RDC devrait s'attendre à plus d'engagement de la part du nouveau président? Vous savez déjà, avec la Banque africaine de développement, la République démocratique du Congo a signé beaucoup de clauses. Il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup de programmes liés au secteur de l'agriculture, au secteur des infrastructures, n'est-ce pas, qui ont été en fait conclus avec la Banque africaine de développement. Mais parlons rapidement en fait de Sidi Ould Tah. C'est un personnage politique qui n'est pas en fait méconnu du public congolais. Déjà, c'est quelqu'un qui est venu moult reprises ici à Kinshasa. Je me rappelle encore en 2021, il était ici en République démocratique du Congo, où il avait rencontré en fait le chef de l'exécutif congolais à l'époque, c'était Jean-Michel Sama Lukonde, qui est actuellement le président de la Chambre du Parlement. Et Sidi Ould Tah, comme on l'a tantôt signalé ici, c'est quelqu'un qui vraiment connaît en fait l'Afrique, qui connaît bien le Congo. C'est quelqu'un qui a été en fait ancien ministre des Finances et de l'économie de la Mauritanie. C'est quelqu'un qui a occupé pendant 10 ans la tête en fait de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La BADEA. La BADEA, la BADEA, je dirais, c'est une institution financière avec qui la République démocratique du Congo, dont en fait les investissements, voulais-je dire, dont les investissements avec la RDC étaient évalués, hein, n'est-ce pas, à hauteur, le niveau des investissements est évalué à hauteur de 1 milliard de dollars américains. Donc je dirais que c'est peut-être une opportunité pour la République démocratique du Congo de pouvoir, n'est-ce pas, non seulement projeter d'autres programmes. Voyez-vous, il y a déjà beaucoup de programmes en cours en République démocratique du Congo, dans le PDL 145 territoires, le projet INGA et bien d'autres projets, où à travers, n'est-ce pas, l'avènement en fait de ces nouveaux présidents de la BAD qui va d'ailleurs entrer en fonction le 1er mai et le 1er septembre, voulais-je dire, 2025, va
en tout cas, cela va permettre, n'est-ce pas, à la RDC de pouvoir encore contracter beaucoup d'autres programmes, encore bénéficier des financements, des programmes qui sont déjà en cours. Donc, c'est quelqu'un qui connaît en fait les autorités congolaises. C'est quelqu'un à qui, en tout cas, je trouve qu'il y aura une franche collaboration entre la République démocratique du Congo et la BAD, qui soutient déjà à hauteur des millions de dollars américains le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une opportunité pour moi et c'est un profil adéquat qui pourra en fait résoudre également le problème du déficit, je dirais, financier en Afrique, puisque son prédécesseur l'avait dit, à 19 avait estimé à plus de 4 000 milliards de dollars américains de déficit financier en Afrique, voulais-je dire. Et vous savez bien que déjà, l'objectif de cette Banque africaine de développement, c'est justement de promouvoir le développement économique du continent, mais également de réduire la pauvreté. Donc c'est vraiment un énorme défi contre lequel il sera buté, le nouveau président de la Banque africaine de développement, déjà connaissant en fait son parcours, connaissant en fait ses stratégies. J'espère que ce sera un défi qu'il pourra lever haut la main. C'est un défi qu'il pourra lever. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta, qui remplace Aki Mouini Adesina, arrive dans un contexte un peu particulier. D'abord de la crise financière en Afrique, mais aussi du fait que les États-Unis, qui font partie d'un bailleur des fonds important de la Banque africaine de développement, ont tout simplement décidé de ne plus financer la banque par l'entremise justement du président américain Donald Trump. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à que ces décisions avec le nouveau management de la BAD puissent avoir des impacts sur les financements de certains projets en RDC? Bon, la réduction des fonds américains prévue à hauteur, je crois, de 555 millions de dollars, la réduction, en tout cas, ne peut qu'inspirer une crainte. La crainte surtout parce que dans les cas de l'intégration régionale, moi j'ai mon souhait était que les projets Pont-Rotrail, qui est également financé par la BAD, entre Kinshasa et Brazzaville, on souhaitait que ces projets soient lancés parce que nous savons qu'il y a d'une part les corridors de l'Obito, dont les projets vont bientôt commencer. Il y aura, et si, de l'autre côté, vers les sud-est, la RDC, nous avons les ponts, les corridors et de l'Obito, et de l'autre côté ici, nous avons les ponts Rotrail qui mènent de Kinshasa jusqu'au port de Pointe-Noire. Vous savez, ça peut facilement aider. Nous pouvons relier les Congos par les chemins de fer, parce qu'on peut avoir, c'est-à-dire, il pourrait y avoir un chemin de fer qui part de l'est à l'ouest. Et donc, moi, mon souhait était que ces projets-là débutent, mais avec la réduction du financement américain. Je crains que cela tarde, parce que déjà, les Congos aussi avaient fait attendre ces projets, parce que ça avait créé un tollé au niveau du Congo central. On disait, voilà, c'est Pont-Rotrail, il va mener jusqu'au port de Pointe-Noire. Or, si il y a des rails, Pont-Rotrail, Kinshasa et port de Pointe-Noire, les ports congolais du sud-ouest vont entrer en faillite. Il fallait finir les ports en eau profonde des Bananas pour que, ça c'était la position congolaise de la RDC, finir vraiment si les ponts, les travaux du port en eau profonde des Bananas avançaient considérablement, là on pouvait commencer. Mais là nous savons que les travaux se poursuivent pour les ports en eau profonde des Bananas. Les travaux se poursuivent et moi j'espérais que l'arrivée du président Sidi Oulta puisse coïncider avec les débuts de travaux Pont-Rotrail, Kinshasa, Brazzaville, question de renforcer l'intégration et les échanges commerciaux entre les deux pays, mais aussi dans la région, parce que déjà si vous avez les corridors de l'Obito de l'autre part, et de l'autre côté, et si vous avez ces Pont-Rotrail, ça peut facilement et encourager la poursuite de l'intégration régionale, mais malheureusement avec cette réduction américaine, ça risque de poser problème, et donc ça c'est ma principale crainte. Mais espérons que les Américains reviennent à leur décision, ou carrément espérons que la banque pourra pallier à ces manques de financement américain pour poursuivre son partenariat en ce sens avec la République démocratique du Congo notamment. En tout cas, Sidi Oulta a beaucoup de défis à relever
à la tête de la Banque africaine de développement. On rappelle qu'il a été ancien ministre mauritanien en charge des finances, mais également président de la BADEA, la Banque arabe, l'organisation arabe justement. Il a exprimé sa vision pour l'Afrique juste après son élection, une Afrique qu'il a présentée comme l'usine du monde. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Igor Biwaka, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Tony Dibendila. Merci Patrick. Et merci Doumbala. à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous revenons demain avec une nouvelle production, toujours dans l'objectif de décrypter l'actualité économique vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. À très vite.